Bonjour Olivier. Salut Catherine! Ben, merci beaucoup d'être là aujourd'hui pour aborder une grande question que beaucoup de gens se demandent. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais juste que tu te présentes brièvement pour les gens qui ne te connaissent pas encore. Donc bonjour à tous, je suis Olivier Perrault, luthier. Donc ma spécialité c'est la restauration, la haute restauration, ce qui sous-entend de pouvoir ramener à la vie finalement des instruments qui étaient complètement détruits, soit par accident, soit par euh, les affres du temps. Donc c'est là principalement mon métier, mais je fais aussi effectivement du service pour tout le monde parce que c'est important à mes yeux. Oui, donc tu es propriétaire de la Ah Maison ben du Violon. la maison du violon, absolument. Je m'excuse, c'est que pour moi c'est cette tombée de son, mais effectivement, tout à fait, Donc, oui. qui est basé à Montréal, qui est aussi une boutique à Laval, donc au À Laval, Québec. absolument, oui. Oui. Voilà. OK. Donc, la grande question que j'ai souvent, qu'on me pose souvent, c'est est-ce qu'un violoncelle à 50 000 sonne toujours mieux qu'un violoncelle à 2 000 dollars? Puis qu'est-ce qui fait en fait la valeur de violoncelle? Est-ce que c'est les matériaux? Est-ce que c'est le son? Bref, comment on évalue le prix d'un instrument? Ça, c'est une grande question, effectivement, puis la réponse est extrêmement décevante pour les musiciens. C'est qu'en fait, l'instrument, il est évalué comme un meuble. Alors, donc, où est-ce qu'il a été fait? À quelle période? Par qui? Et puis, bon, après, on va évaluer la dextérité du luthier pour la beauté de l'instrument, etc. C'est certain qu'un Stradivarius a mis en place, finalement, un système d'esthétisme qui était la référence. Et de là, après, décline tous les autres luthiers qui sont derrière. Donc, pour la qualité du travail, mais la qualité du modèle, etc. En termes de bois, finalement, le bois n'a pas une grosse incidence sur la valeur, étant donné que grosso modo, à 95%, c'est le même bois qui est utilisé pour la fabrication des instruments. Donc l'érable principalement et l'épicéa, l'épinelle blanche, principalement aussi. Dans l'histoire, on a vu certains instruments faits en poirier pour le fond, ou parfois même de ce qu'on appelle le opio piopio, c'était un arbre qui est apparenté à l'érable, mais qui est plutôt de la famille des saules, qui poussait le long du pot, donc là où certains luthiers étaient, et donc ils n'avaient pas nécessairement les moyens de faire venir de l'érable des Carpates ou des Alpes, qui étaient relativement proches, mais c'était pas facile pour eux, donc ils utilisaient les bois locaux. Donc on a toute une école, euh, l'école de Parme, de Padoue, etc. Toutes ces villes, à partir de Crémone jusqu'à Venise, qui étaient sur le bord du Pô, ont utilisé à peu près pendant une centaine d'années cet arbre-là. Mais généralement, c'est l'érable et l'épicéa. Donc, on n'a pas de variation de prix pour dire, bon, voilà, cet instrument a été fait en telle arme, donc du coup, c'est moins cher ou c'est plus cher. Pas du tout. Euh, Après, c'est certain que bon, la renommée fait effectivement une différence de prix. Comme on l'a dit tantôt, un Stradivarius, forcément, bon, ben, c'est avec Guarnerius, ce sont les prix les plus hauts parce que très recherchés, parce qu'il y a une espèce de mythe aussi qui tourne autour. Est-ce que tous les Stradivarius et tous les Guarnerius sont été extrêmement bons? Non, ce sont des violons, tout simplement. Je pense qu'on accorde beaucoup plus d'importance au mythe qui nous prédispose à entendre une qualité sonore plutôt qu'effectivement, très froidement, si on devait comparer un Stradivarius avec un Isabelle Vilbeau, qui est une luthière ici à Montréal, qui fait du neuf principalement, qui est exceptionnel, probablement qu'on n'entendrait pas tant de différence que ça. Ou peut-être que dépendamment du musicien qui va le jouer, le musicien sera peut-être plus favorable au Stradivarius quand il va jouer, parce que c'est plus dans son registre, sans même savoir ce que c'est un Stradivarius, que le Isabelle Vilbeau et vice-versa. Donc, euh, donc c'est ça. Donc après, la question qui est vraiment intéressante de dire, est-ce que finalement un instrument à 2000 dollars sera toujours moins bon qu'un Stradivarius? Non. Le précepte est le suivant, étant donné qu'on travaille avec une matière qui est empirique, c'est-à-dire que chaque bout de bois est différent, même dans le même arbre, parce que la traction terrestre fait que les minéraux, la concentration en minéraux ne sera pas la même à 2 mètres du sol et à 10 mètres du sol. Donc, dépendamment de où vous avez pris votre bout de bois, bon, ben, il y aura une incidence sur le son, ça c'est clair. Ça m'est déjà arrivé, ce que j'appelle des petites merveilles, où à un moment donné, c'était un Hofner. Hofner, donc, grande fabrique allemande de violoncelles études. Et je suis tombé sur un violoncelle, c'était vraiment ma petite merveille, ça sonnait mais magnifiquement bien. Je l'ai proposé à l'époque à un professeur du conservatoire. Ça a été vendu en 5 minutes, grosso modo, parce que pour le prix, c'était phénoménal, quoi. Et en fait, donc, ma théorie est la suivante, c'est-à-dire que si vous mettez un budget de 5 000 dollars, sur 100 violoncelles, il y en aura un qui sera une petite merveille, qui sera exceptionnelle. Vous en avez 10 autres qui vont être vraiment très bien pour le prix. Après, vous avez le corps pour le prix, vous avez quelque chose de très bien, c'est correct. Et puis, vous aurez aussi les corps morts qui représentent 5-7%.
où justement, ben là, vous avez beau faire ce que vous voulez, ça marchera pas. Vous montez à, on va dire, 30 000 $, il y en aura peut-être deux qui sont exceptionnels. Il y en aura 20 qui seront très, très bien. Donc, plus on monte, plus la proportion de bons instruments, euh, on va être capable de les trouver plus facilement. Maintenant, qu'est-ce qui fait que ces instruments-là sonnent bien? C'est une bonne question, parce que je veux dire, des excellents luthiers, comme je disais tantôt, il y en a partout, à tout moment. Et en fait, c'est que il y a une chose qu'il faut voir, c'est que les instruments qui sonnent très bien d'un auteur ont été, un auteur du 16e siècle, 17e siècle, surtout 17e siècle, ont été beaucoup joués. Mhm. Et ceux qui sonnaient vraiment pas bien au départ, ben, on les a perdus. Parce que pas utilisés, parce que revendus comme ça, bon, c'est un violon de famille, machin, etc. Donc c'est un petit peu l'histoire. Donc la production de Stradivarius, on sait qu'il a fabriqué, enfin, que son atelier a fabriqué plus de 1000 instruments, plus de 1000 violons plutôt, parce qu'il y a eu des violoncelles, etc., même des harpes. Et là-dessus, bon, on n'en a que 400 et des boîtes qui restent, donc c'est quand même la crème de la crème qui est restée. Maintenant, pour le même luthier ou la même luthière qui va fabriquer autant d'instruments aujourd'hui, on va pouvoir voir toute la palette de ces instruments, les exceptionnels comme les corps morts. Donc c'est un petit peu ça. Donc, et puis il y a aussi une notion, c'est que étant donné qu'on n'évalue pas, on ne veut pas évaluer les instruments en fonction de leur son, parce que la perception du son est propre à chacun de nous. Donc, c'est quelque chose qu'on verra dans notre atelier. Pour le même violoncelle, deux interprètes, et puis ça sonne carrément différemment. Mhm. Donc, on ne peut pas laisser l'appréciation du son entre les mains du musicien pour dire, bon, ben, c'est un son qui est fantastique, je veux payer 2 millions de dollars. Et puis, non, c'est un son qui est complètement poche, c'est un son vaut 2 000 $, ça n'a pas de sens. Donc, Mhm. on a préféré, depuis des siècles, c'est instauré où justement, on dire, bon, voilà, on évalue le meuble, on évalue l'œuvre artistique, on évalue l'artefact aussi. Et à ce moment-là, bon voilà, c'est donc considéré entre tel prix et tel prix. Plus il est recherché, plus ça monte, forcément. Moins il est recherché, moins ça monte. Mais de toute façon, Mhm. ça monte. C'est ça qui est fabuleux. Ouais. Ouais. Donc, est-ce qu'on se trompe en disant, bon, supposons qu'on cherche un violoncelle, on a un budget de 5 000 $. On est mieux d'arriver chez l'outil disant, j'ai ce budget, montrez-moi ce qu'il y a, puis on regarde pas le prix des instruments, on y va seulement avec notre feeling, notre confort à l'instrument, le son, puis Ah ouais, pas... absolument. Absolument. Mais je pense que la première des choses, effectivement, c'est que pour nous, c'est notre dynamique. On donne pas de prix. La plupart du temps, on donne pas de prix pour justement que le musicien soit pas pollué Mhm. euh, ou favorablement intéressé par tel instrument, etc. Euh, c'est rendre service au musicien pour justement qu'il puisse s'abandonner à ses perceptions de manière à ce qu'il puisse trouver effectivement l'instrument qui lui va le mieux. Bon, ce qu'on essaie aussi, c'est de donner des outils à ces musiciens-là, parce que parfois, même les musiciens professionnels n'ont pas nécessairement tous les outils pour évaluer un instrument. Mhm. Ce que tout le monde est capable de faire, ils évaluent la différence. Mais la différence ne fait pas nécessairement un bon instrument, parce que c'est pas parce que d'un seul coup, le violoncelle B sonne mieux dans tel registre que le violoncelle A, mais le violoncelle B sonne pas bien dans un autre registre. Donc, on essaie de donner des outils, de soutenir la démarche du musicien en lui donnant des outils pour pouvoir justement évaluer l'instrument de A jusqu'à Z. Donc, on l'amène dans une dynamique très cartésienne, Mhm. qui n'est pas émotive, pour justement évaluer tel aspect, tel aspect, tel aspect. Et après, on fait venir l'émotion, de dire, écoute, maintenant, vas-y, joue quelque chose pour lequel tu vas être en mesure de voir si l'instrument répond à tes attentes ou pas. Donc, je trouve que c'est une démarche qui est essentielle pour justement que le musicien soit en mesure en ressentant de chez le luthier, que ce soit chez nous ou ailleurs, avec ces outils-là, j'entends, lui permettre effectivement de pouvoir s'assurer qu'il va tomber sur le meilleur violoncelle qu'il lui faut. Après, il y a la notion du temps. C'est certain que d'essayer de beaucoup de violoncelles, c'est ce qu'on recommande. Maintenant, ce qui est certain, ce qu'il faut savoir, c'est que la mémoire auditive, c'est une des mémoires les plus faillibles que nous avons. OK? Mis à part la voix de nos parents, la voix des amis, etc. C'est quelque chose qu'on est capable de retenir très facilement, de reconnaître facilement. Mais quand vous avez joué un instrument 5-10 minutes, diable, quelle est votre capacité à pouvoir, d'ici 2 semaines, dire, ah, mais oui, mais l'autre, il sonnait mieux. Ouais. Puis d'ailleurs, je vais vous révéler un petit truc, c'est que dans les auditions, pour gagner une place, par exemple, à l'OSM, etc., les membres du jury le disent bien, entre le premier et puis le 180e, difficile de faire vraiment une différence. Ouais. Et c'est normal, c'est humain. Je veux dire, il y a personne à blâmer.
C'est vraiment humain. Donc, quand le musicien cherche des instruments, quand il a la notion qu'il a trouvé quelque chose de vraiment bien, vraiment mieux, et qu'il a la validation de la personne qui a autorité, donc un professeur ou un collègue qui l'estime, etc. Bon, ben, il faut y aller. Faut pas trop tourner en conjoncture parce que sinon, on s'y perd vraiment. Ouais, effectivement. Puis là, tous les deux, on organise une super activité justement pour Ah donner oui, des outils aux violoncellistes pour justement un peu, je dirais, rendre accessible le fait de parler du son des instruments. Ça reste, comme tu as dit tout à l'heure, un peu mythique des fois. C'est pourquoi celui-là sonne mieux que l'autre. Puis on dirait on est un peu gêné d'en parler puis de dire, mais moi, j'ai complètement. l'impression que ça sonne comme ça, mais je sais pas si c'est ça la bonne Ouais. réponse. Mais dans le fond, il n'y a pas de bonne réponse. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est très C'est ça qui va mieux, subjectif. ouais. Oui, c'est ça. Donc, Donc, c'est vraiment ah, je m'excuse, je oui, suis vas-y, tellement vas-y. enthousiaste. Parle-en. C'est un atelier que j'ai créé et que je trouve complètement génial et qui a reçu l'approbation de bien du monde parce que c'est très dynamique. C'est une dégustation. Alors, vous inquiétez pas, vous ressortirez pas ivre mort, mais peut-être ivre sous de son. Mais donc, je vais arriver avec plusieurs violoncelles de manière à ce que on soit capable de les définir ensemble. C'est-à-dire que soit Catherine ou l'un de vous va jouer les violoncelles les uns après les autres. Et nous, avec le public, on va définir le son. Donc, on va essayer de mettre un adjectif qualificatif pour dire, bon voilà, ah, celui-ci, il sonne nasillard. Bon, ok, c'est nasillard, monsieur nasillard. Celui-ci, c'est plus chocolat, c'est plus chaleureux. Ah, et donc, après, on va les mettre dans un contexte de quatuor parce que pour réaliser que finalement, le monsieur nasillard, il n'est peut-être pas si nasillard que ça dans un quatuor. Enfin, il y a toute une démarche qui va nous amener à comprendre le son. Vous allez voir que finalement, il y a des perceptions que vous aurez qui seront différentes des autres, et c'est normal, parce que comme j'ai dit précédemment, le son, c'est une histoire très personnelle. On ne peut pas, c'est comme la couleur, on a tous l'impression de voir du jaune, mais en fait, il a fallu statuer que c'était du jaune, parce que si on était en mesure de pouvoir bien décrire la couleur, on se rendrait compte que le jaune, ben, c'est pas tout que du jaune. Il y en a, c'est du jaune vert, il y en a d'autres, c'est du jaune orangé, etc. Donc, Mhm. c'est un peu la même chose. Donc, c'est là-dessus qu'on va travailler. Vous allez voir, c'est complètement fascinant. Attendez-vous à tomber en bas de votre chaise. Je dirais que c'est quelque chose qui m'enthousiasme beaucoup parce que d'un seul coup, on va arriver, vous allez sortir de là avec des outils qui vont vous permettre, déjà, vous allez poser énormément de questions, mais en même temps, quand vous allez essayer des violoncelles, vous allez ressortir de là, vous allez dire, oh, dis donc, intéressant. Mhm. Et puis là, il va falloir peut-être que je fasse attention à ma perception parce que le son que j'entends moi, précisément là, il est probable qu'en salle, il donne quelque chose de différent ou il est probable que quand je vais jouer avec mes collègues, je fasse un équilibre beaucoup plus intéressant que je ne pense. Donc, Mhm. j'ai vraiment hâte de vous montrer ça. Oui, ben moi aussi, j'ai vraiment hâte. Puis non seulement, donc, on va pouvoir écouter les différents instruments, mais après ça, il va y avoir une période où les gens vont pouvoir essayer aussi Ah les oui, violoncelles. absolument. Oui, absolument. Et c'est là le choc finalement. Il y a un choc terrible, ben, à certains égards. C'est que vous entendez le son d'un violoncelle joué par quelqu'un. Et là, quand vous jouez le fameux violoncelle, ça vous dit, ah, celui-ci, dis donc, il sonnait vraiment bien. Et là, vous le mettez à jouer, puis il fait, oh mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe? Et c'est tout à fait normal. Alors, probablement que dans la salle, on va entendre exactement le même son produit par deux musiciens différents, mais la perception derrière l'instrument est parfois très différente. Et aussi, il arrive que le son que vous produisez n'est pas le même son que l'autre individu, parce que masse corporelle, parce que technique de son, etc., etc. Mhm. Donc, ou l'archet même aussi, parce que l'archet a une incidence monumentale. C'est Oui, clair. c'est ça. Dans le fond, on va se rendre compte que c'est tellement subjectif, le, la perception du son qu'on a, pour plein de facteurs dont tu viens de parler, autant physiologique, notre Complètement. idéal aussi. On a tous un idéal hein, qu'on Absolument. recherche, qui est Ouais. différent d'une personne à l'autre. Donc, on peut pas vraiment juger, en fait, de la qualité d'un instrument de façon, on dirait que tout le monde abonde dans le même sens à Ouais, 100%. Il y ouais. a toujours des différences. Et c'est ça qui est intéressant, moi, je trouve, justement. C'est... Complètement intéressant. Ouais. Si on a encore un petit peu de temps, hein, Catherine, je vais raconter une petite anecdote très rapide. Oui, J'ai vas-y. fait à un moment donné, j'ai fait le réglage d'un quatuor à cordes professionnel. Et donc, on parle un petit peu de qu'est-ce qu'elle recherche, etc., le son global. Et donc, je l'ai fait jouer un extrait. Donc, on avait choisi un extrait pour qu'elle joue toujours le même extrait. Et là, je me rends compte que finalement, il y a un déséquilibre, mais flagrant, entre le son du premier violon, qui était extrêmement très fin, beaucoup de couleurs, mais pas de projection,
Le deuxième violon qui jouait 1 centimètre de la corde parce qu'elle avait peur d'écraser son premier violon. L'altiste, elle, pareil. Et puis le violoncelle, bah, finalement, arrivait plus ou moins à sonner, etc. Alors, j'ai pris chaque individu. En fait, j'ai réglé le premier violon et le violoncelle, pas les deux autres. Et donc, le premier violon, je lui ai dit, écoute, ça va peut-être te rentrer dedans, mais je vais te proposer un son qui va être diamétralement opposé à ce que tu entends actuellement. Et donc, je vais proposer un son qui avait tout autant de couleurs, mais beaucoup plus de projections, où elle s'entendait beaucoup plus. Et donc, ça a créé une forme d'insécurité dans les premières secondes, parce que c'était pas son son, c'était pas ce qui la rassurait. Et une fois qu'on a remis le premier violon dans le quatuor et qu'on a rejoué le quatuor, d'un seul coup, l'équilibre était parfait. Et alors, il y a eu une émotion qui était palpable. C'était la première fois que les filles n'étaient plus à blender, mais pouvaient se laisser aller pour aller chercher une couleur qui était propre à leur quatuor. Mm. Donc, mais la première violoniste, le premier violoniste, ça a été difficile parce que d'un seul coup, je ne répondais plus à ces critères de ce qu'elle voulait entendre comme son, et ça l'a sécurisé énormément. Et quand elle a vu que dans le quatuor, elle était capable de prendre sa place, qu'elle était capable de s'exprimer avec ce son-là, ça l'a rassurée et ça lui a permis d'accepter ce nouveau son et d'en faire sien, quoi, finalement. Donc, c'est pour Mhm. ça que c'est très intéressant la perception de chacun, de ce que nous sommes. Si vous êtes une personne plus réservée, vous allez vouloir un son qui est très, très intime, qui tourne autour de vous, etc. Mais dans un groupe, le jour où il va falloir qu'on vous entende, ce sera peut-être plus difficile. Si Mhm. vous êtes quelqu'un de très dans l'exubérance, que vous avez besoin de de vous montrer, etc., vous allez avoir un son qui va être très, très pétard. Mais le jour où vous allez jouer dans un groupe et qu'on vous demande de niveler, c'est-à-dire d'avoir un son homogène, ce sera plus difficile. Donc, c'est toutes des choses comme ça qu'on va mettre en place, que vous allez vous rendre compte personnellement, on ne mettra pas le doigt dessus parce que c'est pas nécessaire, mais vous allez rendre compte de certaines choses, puis c'est normal. Et c'est pour ça que je vous disais tantôt, vous allez ressortir avec plein de questions. Ouais. J'ai très, 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 très hâte. Donc, ça se passe Moi le aussi. samedi 30 mars de 1 heure à 16 heures au Centre culturel de Boisbriand, sur la rive nord de Montréal. Et donc, je vais mettre les indications sous la vidéo pour pouvoir s'inscrire si vous voulez participer. Alors, un gros merci, Olivier, pour cette Merci à toi, Catherine. conversation. Merci de ton invitation. Ouais. Encore une fois, fort intéressante. C'est toujours très intéressant quand je te parle. Je t'apprends plein de choses. On Puis, s'y renforce. Ouais. si jamais vous avez des questions, ou peut-être les écrire aussi sous la vidéo. Comme ça, on pourra peut-être y répondre aussi le 30 mars si vous venez participer à l'activité. Alors, encore une fois, un gros merci, Olivier. Puis, on se dit Merci à toi. à J'ai très bientôt. hâte. À bientôt. Oui, Bye. bye.